Ils m'ont licencié avec effet immédiat. Les mots ont traversé la table de conférence en chêne verni, prononcés avec l'autorité décontractée de quelqu'un qui n'a jamais passé une seule journée dans un atelier de fabrication. Élodie Marchand, la nouvelle directrice générale de Alliance Mécatech, n'a même pas levé les yeux de sa tablette en le disant. La trentaine entamée, blazer cintré de grandes marques, l'attitude typique d'une consultante sortie des meilleurs cabinets parisiens. Elle faisait défiler des feuilles de calcul, stylet à la main, entourant des lignes budgétaires comme s'il s'agissait d'ennemis personnels. Je m'appelle Marc Lefebvre, j'ai 52 ans, et j'ai passé les 28 dernières années à concevoir des systèmes de production qui fonctionnent vraiment. Pas le genre de systèmes qui font joli dans une présentation PowerPoint, mais ceux qui permettent à 2400 personnes de garder leur emploi et qui assurent le flux de 180 millions d'euros de commandes à travers 8 sites industriels répartis entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Je suis resté assis là, les mains à plat sur la table, la regardant exercer ce qu'elle pensait manifestement être un leadership décisif. La transition sera immédiate, a-t-elle continué, sans toujours me regarder. Nous réintégrons la gestion des systèmes en interne. C'est plus efficace pour le contrôle des coûts. Derrière elle était assise 2 personnes que je n'avais jamais vues auparavant. Une femme nerveuse des ressources humaines serrant sa tablette et un jeune homme en costume onéreux qui respirait le profil type du consultant junior. Personne de la production. Personne qui ait déjà foulé le sol d'un atelier. Juste Élodie et son expertise importée de ses années de bureau. Elle a fini par lever les yeux, avec une expression entre l'ennui et l'irritation, comme si je perdais son temps précieux en continuant simplement de respirer. Avant que vous ne partiez, a-t-elle ajouté en tapotant son stylet contre l'écran, remettez-nous le système d'usine intelligente, tout l'ensemble. Les identifiants d'accès, le code source, la documentation. Nous avons besoin de tout avant la fermeture des bureaux ce soir. Le silence s'est installé dans la pièce. La femme des RH s'est agitée sur sa chaise. Le consultant a arrêté de taper sur son ordinateur. Je n'ai pas bougé, restant neutre, laissant le silence s'étirer. Un sourcil d'Élodie s'est légèrement levé. Est-ce qu'il y a un problème? J'ai souri. Le genre de sourire que l'on adresse à quelqu'un quand on sait quelque chose qu'il ignore. Je crains de ne pas pouvoir faire cela. Son stylet s'est arrêté en plein mouvement. Pardon? Le système, ai-je poursuivi d'une voix calme et professionnelle, n'est pas à vous. La posture confiante d'Élodie a légèrement basculé. Un éclair de confusion a traversé son visage avant que son masque de dirigeante ne revienne. Nous avons payé pour le développement. Cela en fait la propriété de l'entreprise. J'ai secoué la tête lentement. Vous avez payé pour un accès opérationnel, pas pour la propriété. La distinction est clairement indiquée à l'article 7 de votre contrat de prestation. Le consultant s'est penché en avant pour chuchoter quelque chose à Élodie. Elle l'a écarté d'un geste, les yeux fixés sur les miens. C'est absurde. Vous ne pouvez pas prendre l'infrastructure de l'entreprise en otage. Je ne prends rien en otage, ai-je répondu. Je précise simplement ce que vous contrôlez légalement, ce qui, à l'heure actuelle, est absolument rien. Ce qu'Élodie Marchand ignorait, ce que son consultant et son équipe RH et tout son plan d'optimisation des coûts avaient complètement manqué. C'est que le système de contrôle de l'usine intelligente qui faisait tourner toute l'opération de l'Alliance n'était pas un logiciel installé sur leur serveur. C'était une infrastructure sur mesure dont j'étais personnellement propriétaire, louée pour leur usage, contrôlée depuis un matériel qu'ils n'avaient jamais vu. Et quand ils ont résilié mon contrat il y a 3 minutes, ils se sont déconnectés de la seule chose qui empêchait leur réseau de fabrication de s'effondrer. Dans 48 heures, cet oubli allait leur coûter une fortune. Mais je brûle les étapes. Laissez-moi revenir en arrière et vous montrer exactement comment un ingénieur système avec 28 ans d'expérience chez Renault s'est fait licencier par quelqu'un qui pensait que l'automatisation d'une usine n'était qu'une application sur un tableau de bord. J'ai commencé chez Renault juste après mon diplôme, à une époque où l'industrie française signifiait encore quelque chose. J'ai passé 8 ans dans les ateliers avant de passer à l'intégration des systèmes. J'ai appris tôt que la fabrication n'est pas une affaire de graphique et de visualisation de données. Il s'agit de comprendre comment les machines physiques interagissent avec les systèmes de contrôle en temps réel sous une pression réelle. Quand l'industrie a commencé ses grandes vagues de restructuration en 2018, j'ai vu le vent tourner. J'ai vu des centaines de gens compétents perdre leur emploi parce qu'un consultant avait convaincu la direction qu'il pouvait faire tourner la même production avec la moitié de l'effectif. C'est là que je me suis mis à mon compte.
J'ai construit ma première intégration ERP personnalisée en 2019 pour un fournisseur de rang 2 en Moselle. La nouvelle s'est répandue discrètement dans les cercles industriels. Le genre de réputation qui vous vaut des appels quand l'opération de quelqu'un tombe en morceaux et que les solutions classiques ont échoué. Je n'ai pas de profil LinkedIn clinquant. Je ne poste pas sur les synergies de l'industrie 4.0 ou les voyages de transformation numérique. Mes clients me trouvent quand leurs systèmes sont cassés et que leurs consultants diplômés de grandes écoles n'ont aucune idée de comment les réparer. C'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler avec Alliance Mecatech il y a 5 ans. Jean-Pierre Dubois, leur directeur des opérations de l'époque, m'a appelé un jeudi après-midi. Sa voix avait le ton tendu de quelqu'un qui contemple un désastre. « Marc, nous venons d'échouer à notre 3e audit de qualité en 6 mois, m'a-t-il dit. Les constructeurs menacent de résilier les contrats. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne comment ça marche vraiment, pas d'un autre consultant qui a appris l'industrie dans des études de cas. » Jean-Pierre était de la vieille école, il avait gravi les échelons, passé des années à diriger la production avant de passer à la direction. Il comprenait que derrière chaque tableau de bord propre et chaque rapport automatisé, il y a un équipement physique qui doit fonctionner parfaitement. Quand je suis entré dans leur usine principale le premier jour, le chaos était immédiatement évident. Les lignes de production s'arrêtaient et redémarraient sans aucune coordination. Le contrôle qualité travaillait à l'aveugle parce que leur système de vision ne pouvait pas communiquer avec leur robot d'assemblage. Les alertes de maintenance prédictive n'allaient nulle part parce que personne ne savait interpréter les données. Nous avons 7 plateformes logicielles différentes qui ne communiquent pas, m'a expliqué Jean-Pierre en me faisant visiter l'atelier. L'assemblage utilise un système, la qualité un autre, et le planning de maintenance est quasiment manuel. À chaque changement d'équipe, nous perdons 2 heures juste pour essayer de synchroniser les opérations. J'ai passé les 18 mois suivants à leur construire un vrai système, pas un logiciel standard qui fonctionne à moitié si vous pliez toute votre opération pour l'adapter. Des algorithmes de contrôle personnalisés qui apprenaient les rythmes spécifiques de leurs 8 usines. Une maintenance prédictive qui prédisait réellement les pannes avant qu'elles n'arrivent. Un suivi de qualité en temps réel qui détectait les défauts à la source, pas à l'inspection finale. 180 000 lignes de code. Chaque algorithme, chaque structure de base de données, chaque interface matérielle construite à partir de zéro est testée jusqu'à ce qu'elle fonctionne sans faille. Les résultats ont été immédiats. 0 arrêt non planifié. Les taux de défaut sont passés de 2,3% à 0,08%. Des métriques de performance qui ont poussé leurs clients constructeurs à les féliciter. Jean-Pierre m'envoyait des rapports trimestriels détaillés, pas des notes de remerciement corporatives, mais des analyses de fond sur les gains d'efficacité. Le contrat était clair comme de l'eau de roche parce que j'avais appris cette leçon à la dure des années auparavant. Il louait un accès opérationnel à mon système. Je conservais la propriété complète de tout le code source, des algorithmes et de l'infrastructure. Jean-Pierre a signé sans hésiter parce qu'il comprenait la différence entre utiliser quelque chose et le posséder. Pendant 5 ans, tout a fonctionné parfaitement. Les paiements mensuels arrivaient à l'heure. Jean-Pierre m'appelait de temps en temps pour des questions d'expansion de capacité, toujours respectueux des limites établies. Puis Jean-Pierre a pris sa retraite. Élodie Marchand est arrivée 3 semaines plus tard avec son MBA et sa tablette qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Sa première communication n'a été ni un salut ni une présentation. Objet du mail, analyse des coûts des prestataires tiers. Le mail était rédigé dans un langage d'optimisation pur sur les structures de dépenses récurrentes et la réduction des risques de dépendance. Ma facture n'avait pas changé en 5 ans. Même montant, même calendrier, même périmètre. Mais Élodie voyait une ligne budgétaire et supposait immédiatement qu'il y avait du gras à couper. J'ai répondu professionnellement en joignant le contrat original et un résumé des performances des 60 derniers mois. Sa réponse est revenue en 2 heures. Nous devons planifier un examen complet de toutes les dépendances de services externes. Veuillez préparer une documentation complète pour une évaluation interne des systèmes opérationnels. Systèmes opérationnels. Cette expression m'a dit tout ce que je devais savoir sur Élodie Marchand. Elle était du genre à penser qu'une infrastructure industrielle complexe pouvait être comprise en examinant des diapositives et en lisant des résumés exécutifs. 4 jours plus tard, le mail est arrivé, confirmant mes soupçons. Objet, demande de documentation sur l'architecture du système. Élodie voulait une copie complète du système pour une évaluation interne et une planification de transition.
Elle ne voulait pas réviser notre accord de service. Elle voulait prendre mon système et supprimer le paiement mensuel. J'ai envoyé une réponse techniquement exacte et délibérément peu utile. Je serais ravi de fournir tous les éléments inclus dans votre licence opérationnelle actuelle. Puis je suis allé dans mon atelier, je me suis assis devant le panneau de commande principal que j'avais construit spécifiquement pour le réseau de l'Alliance, et j'ai commencé à préparer l'éducation d'Élodie Marchand sur la différence entre accès et propriété. 3 jours après ma réponse, un autre mail est tombé. Objet, clarification sur la propriété intellectuelle. Élodie voulait une confirmation écrite que toute la logique logicielle appartenait à Alliance Mecatech. La logique logicielle. C'est ainsi qu'elle appelait 5 ans d'algorithmes de fabrication, de protocoles de maintenance et de moteurs de coordination. Comme s'il s'agissait d'une marchandise de base qu'elle pouvait inventorier. J'ai fait une capture d'écran de la clause contractuelle pertinente et je la lui ai renvoyée. Texte en gras impossible à mal interpréter, toute l'architecture du système, le code source, la logique de conception et l'infrastructure opérationnelle restent la propriété exclusive de Marc Lefebvre. Licence d'utilisation opérationnelle uniquement. Aucun transfert, réplication ou développement dérivé n'est autorisé sans autorisation écrite explicite. Jean-Pierre Dubois avait parfaitement compris cette clause. On n'achète pas un système de fabrication sur mesure comme on achète des fournitures de bureau. On loue l'accès à une infrastructure qui a nécessité des années de développement. La réponse d'Élodie est arrivée 6 heures plus tard. Nous passerons à une gestion interne des systèmes avec effet immédiat. Le paiement final sera traité selon les termes du contrat. Merci pour vos services. C'était tout. Pas de discussion, pas de plan de transition, aucune reconnaissance du fait qu'elle allait déconnecter le système nerveux central d'une opération industrielle de 8 usines. Juste du jargon pour dire que j'étais fini et qu'il gardait mon travail. Je suis resté assis à mon bureau un long moment. Puis je suis allé dans mon atelier. Dans ce garage aménagé se trouvait l'infrastructure de contrôle physique que j'avais construite. Des interfaces matérielles personnalisées avec des circuits dédiés pour chaque sous-système. Coordination de la production, suivi qualité, maintenance, synchronisation des équipements. Tout passait par des cartes que j'avais assemblées et programmées à la main. Élodie Marchand n'avait aucune idée que ce panneau de contrôle existait. Elle pensait que le système était un logiciel tournant sur les serveurs de l'entreprise. Elle allait apprendre la différence entre une interface utilisateur et un contrôle opérationnel réel. 6 jours après son mail de licenciement, une invitation de calendrier est apparue. Réunion de transition des systèmes, vendredi 10h. Pas d'ordre du jour, juste un titre suggérant qu'elle s'attendait à un simple passage de relais. Je me suis connecté à l'appel vidéo 3 minutes en avance. Apparence professionnelle, chemise propre, arrière-plan montrant mon bureau à domicile avec mes certifications d'ingénieur et mes médailles de Renault visibles sur le mur. Élodie s'est connectée avec 2 minutes de retard, s'installant dans son fauteuil avec l'expression satisfaite de quelqu'un qui pense avoir résolu un problème complexe par une simple réduction des coûts. Un homme de l'informatique a suivi, Thomas, puis une femme qui semblait sortir d'une école de commerce, tablette en main, prête à prendre des notes. Jean-Pierre n'était pas là. Sans surprise. Il avait probablement déconseillé cette approche et Élodie avait décidé que son expérience n'était plus pertinente pour la stratégie moderne. Marc, merci de nous rejoindre, a commencé Élodie sur un ton routinier. Nous avons pris la décision de rapatrier la gestion des systèmes. Nous apprécions votre travail, mais nous sommes prêts à assumer le contrôle opérationnel direct. Assumer le contrôle. Comme si naviguer dans des tableaux de bord était la même chose que faire tourner l'infrastructure sous-jacente. J'ai gardé un visage neutre. Vous résiliez le contrat de licence ? Exactement, a dit Élodie, se penchant en arrière comme si elle attendait des éloges. Nous aurons besoin de la remise complète de tous les dépôts de code, des documents d'architecture et des identifiants d'administration. Processus de transition standard. Thomas a acquiescé. La personne prenant des notes tapait frénétiquement. Vous n'êtes pas autorisé à accéder à l'infrastructure de base, ai-je dit calmement. Votre accord couvre l'utilisation opérationnelle des sorties du système. Vous n'avez jamais acheté les droits de propriété. Le sourire d'Élodie a vacillé. Nous avons payé pour le développement de ce système, Marc. Cela en fait la propriété intellectuelle de la société. C'est la pratique commerciale courante. Vous avez payé pour un accès opérationnel à un réseau de fabrication fonctionnelle, ai-je répliqué.
Vous n'avez jamais acheté la technologie sous-jacente. Cette distinction est explicitée à l'article 7 de votre contrat. Elle a regardé hors caméra, consultant probablement le document sur un autre écran. J'ai attendu pendant qu'elle parcourait le langage que Jean-Pierre avait examiné attentivement avec son service juridique il y a 5 ans. Écoutez, a-t-elle dit en tentant de reprendre le dessus, nous comprenons qu'il puisse y avoir des nuances techniques, mais nous sommes prêts à gérer les opérations en interne. Fournissez simplement la documentation que vous avez pour assurer la continuité du service. Je fournirai tout ce que vous êtes légalement en droit de recevoir, ai-je dit. Rien de plus. Le silence à travers l'appel vidéo était tranchant. Thomas semblait mal à l'aise. Élodie a serré la mâchoire en réalisant que ce ne serait pas le transfert fluide qu'elle avait prévu. Ce sera parfait, a-t-elle dit sèchement pour mettre fin à l'appel. Nous attendons la livraison complète avant la fin de la journée. Je n'ai pas répondu, la fixant directement jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Élodie Marchand pensait comprendre l'industrie parce qu'elle savait manipuler des interfaces logicielles. Elle n'avait aucune compréhension de l'infrastructure physique, du matériel personnalisé ou des protocoles de communication spécialisés. Elle allait recevoir une éducation très coûteuse. Je suis allé dans mon atelier et j'ai allumé le panneau de contrôle. Tous les voyants étaient au vert. Les lignes de production synchronisées dans les 8 usines. Les métriques de qualité se mettaient à jour en temps réel. Tout tournait exactement comme je l'avais conçu. Puis j'ai commencé à préparer le dossier de transition pour Élodie. Une documentation à l'aspect professionnel avec des diagrammes propres et un langage technique impressionnant. Des captures d'écran de l'interface utilisateur montrant la disposition des tableaux de bord. Tout était poli, officiel et totalement inutile sans accès au système de contrôle. J'ai passé 6 heures à créer exactement ce qu'Élodie s'attendait à recevoir. Des supports visuels qui lui feraient croire qu'elle avait ce qu'il fallait pour opérer de manière indépendante. À 17h30, le paquet était prêt. Je l'ai joint à un mail avec une seule ligne, documentation de l'interface système fournie conformément à la résiliation du contrat. Accès à l'infrastructure dorsale non inclus selon l'accord de licence. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai regardé le message disparaître. Puis je suis retourné dans mon atelier, je me suis assis à la console de contrôle et j'ai posé ma main sur le relais de puissance principal. La vraie leçon allait commencer. Le lendemain matin, je me suis rendu à la petite brasserie Le Mistral comme tous les vendredis. Un petit endroit près de la zone industrielle, du bon café, des banquettes tranquilles. Patricia, la patronne, me servait la même commande depuis 3 ans, un café allongé, un croissant et un verre d'eau. Elle a hoché la tête en me voyant entrer, a versé le café et m'a laissé seul avec mon ordinateur. J'ai ouvert la console d'administration. Tout brillait en vert. 950 machines recevant des mises à jour de coordination. Tout ce qu'Élodie pensait contrôler passait en réalité par le matériel posé dans mon garage à 20 minutes de là. À 9h47, mon téléphone a vibré. Un SMS d'Élodie, difficulté d'accès à l'interface de gestion Racine. Veuillez fournir les identifiants administrateurs immédiatement. J'ai fixé le message pendant 15 secondes, puis je l'ai supprimé sans répondre. À 9h52, j'ai basculé l'interrupteur du relais principal. Le tableau de bord sur mon écran s'est figé instantanément. Chaque indicateur vert est devenu gris. Les flux de données sont tombés à 0. La synchronisation de la production s'est arrêtée en plein cycle. Tout le réseau de fabrication de l'Alliance a cessé de communiquer. J'ai pris une gorgée de café et j'ai regardé 5 ans de coordination parfaite s'éteindre dans un silence total. Le système n'a pas planté. Je l'avais conçu pour se déconnecter proprement. Pas d'alarme bruyante, pas de séquence d'arrêt dramatique. Juste une séparation nette de tout contrôle opérationnel. Si quelqu'un essayait de redémarrer l'interface utilisateur, elle se chargerait parfaitement et afficherait les dernières données en cache, créant l'illusion que tout fonctionnait encore. Mais en dessous, plus rien ne communiquait avec rien. Pendant les 20 premières minutes, rien ne semblait anormal pour un observateur occasionnel. Les superviseurs d'atelier verraient des chiffres normaux sur leurs écrans. Les ouvriers continueraient à suivre leurs dernières instructions reçues. J'ai activé les caméras des sites. À 10h14, j'ai vu un robot d'assemblage rester immobile à l'usine de Valenciennes, attendant un signal qui ne viendrait jamais. Le convoyeur en aval continuait de tourner, créant un embouteillage qui allait se propager à toute la ligne. À 10h23, 2 inspecteurs qualité sont arrivés au même poste.
Leurs terminaux indiquaient des missions conflictuelles. L'algorithme de prévention des conflits ne tournait plus. À 10h35, les effets d'entraînement sont devenus visibles partout. Des goulots d'étranglement dans 9 stations majeures. Des retards de qualité s'accumulant. Les systèmes de planification indiquaient que tout était à l'heure, mais la réalité sur le terrain racontait une toute autre histoire. J'ai rafraîchi ma boîte mail. Rien encore. Ils essayaient probablement de comprendre pourquoi le système de gestion Racine ne répondait pas aux tentatives de connexion. À 10h44, le premier mail confus est arrivé de Mike Rodriguez, un superviseur de terrain chevronné. « Salut Marc, je vois un décalage bizarre sur les mises à jour de production. Tu peux jeter un œil quand tu as un moment ?» Je n'ai pas répondu. À 10h58, les mails arrivaient toutes les minutes. Données figées, métriques bloquées. Les gens étaient encore polis, supposant un bug technique mineur. À 11h03, mon téléphone a commencé à sonner. Un numéro inconnu avec l'indicatif de l'entreprise. J'ai laissé passer en messagerie. Puis un autre appel d'un numéro différent. Puis un troisième. La panique commençait. J'ai regardé les journaux de connexion. L'équipe informatique de Thomas frappait inutilement contre le dossier de démonstration que je leur avais envoyé. Des centaines de tentatives échouées parce qu'il n'y avait aucun système derrière l'interface. Ils essayaient de piloter une usine avec une simple photographie de la salle de contrôle. À 11h25, la situation était critique. Blocage total dans 14 points stratégiques. Les plannings d'assemblage accusaient un retard moyen de 73 minutes. Et quelque part dans un bureau de direction, Élodie Marchand fixait probablement des écrans qui indiquaient que tout allait bien, se demandant pourquoi la réalité ne correspondait pas à ces données. À 11h32, un mail est arrivé avec des drapeaux de priorité rouge. Objet, urgent, défaillance critique du système. Conflits opérationnels multiples, aucune réponse des commandes de coordination. Cela affecte les contrats constructeurs. Besoin d'un support immédiat. Répondez dès que possible. Signé Thomas, directeur informatique. La politesse corporative s'effritait. Il commençait à comprendre que ce n'était pas un petit souci technique. J'ai fermé le mail et vérifié mon calculateur d'impact. Estimation prudente, 2,3 millions d'euros de pertes quotidiennes en tenant compte des arrêts, des retards et des pénalités contractuelles. Mon téléphone a vibré avec un texte d'Élodie, situation d'urgence. Appelez immédiatement. J'ai supprimé le message. À 11h46, le téléphone a encore sonné. Cette fois, c'était le service juridique. J'ai décliné. À midi, j'avais 67 appels manqués et 34 messages vocaux. Le réseau subissait ce qu'on appelle une défaillance systémique en cascade. Rien n'était coordonné. Les ouvriers prenaient des décisions basées sur des informations périmées. Les superviseurs donnaient des ordres contradictoires. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur et j'ai commencé à taper « Proposition de restauration d'urgence du système ». Conditions, paiement dû par virement bancaire avant réactivation. Tarif, 3 fois les frais mensuels standards pour service de restauration immédiate. Durée, fenêtre d'urgence de 48 heures. Conditions, reconnaissance complète de la propriété intellectuelle. J'ai envoyé le mail à Élodie, au service juridique et au directeur des opérations. Objet, service de restauration d'urgence disponible. Puis j'ai commandé un autre café. La phase d'éducation était terminée. Place à la négociation. À 12h53, l'invitation est tombée. Conférence téléphonique d'urgence 13h. Réponse immédiate requise. Plus de jargon, plus de politesse, juste de la panique en majuscule. Je me suis connecté à 12h57. Calme, professionnel. L'écran s'est rempli de cadres stressés. Alan Brox, un vice-président senior, est arrivé le premier, les manches retroussées, l'air d'un homme qui venait de passer 3 heures en enfer. Puis le service juridique, 2 avocats. Élodie Marchand était déjà là, dans une petite fenêtre en bas de l'écran. Micro coupé, posture rigide suggérant qu'elle avait été écartée de la gestion de sa propre crise. Personne n'a dit bonjour. Alan a raclé sa gorge. Marc, merci de nous rejoindre. Nous faisons face à une perturbation opérationnelle majeure. Notre réseau est paralysé et nous devons comprendre nos options pour une restauration immédiate.
J'ai hoché la tête. Votre contrat a été résilié hier. Si vous voulez restaurer l'accès opérationnel, les conditions sont dans ma proposition d'urgence. Une des avocates s'est penchée vers sa caméra. Marc, nous avons examiné votre proposition. Certains termes financiers semblent disproportionnés vu les circonstances. Tarification d'intervention d'urgence, ai-je répondu. Pratique standard quand une infrastructure critique tombe pendant les heures de bureau. Mike Rodriguez est intervenu, la voix serrée par le stress. Marc, on a 8 usines totalement à l'arrêt. La production s'accumule. 3 gros clients ont déjà appelé pour menacer de résiliation si on ne reprend pas lundi matin. Alan a repris la main. Écoutez, on comprend qu'il y a pu avoir un malentendu pendant la transition, mais on doit se concentrer sur les solutions. On peut discuter d'une modification des termes. Non. Le mot a flotté dans l'espace numérique. Aucune explication, aucune négociation. Juste un fait. Elodie a enfin réactivé son micro. C'est déraisonnable, Marc. Vous tenez toute notre opération en otage pour un différend contractuel. J'ai regardé directement la caméra. Vous avez résilié mes services et exigé la remise d'une infrastructure que vous n'avez jamais achetée. Je vous ai fourni exactement ce à quoi votre contrat vous donnait droit. Rien de plus, rien de moins. Elle a voulu répondre, mais Alan l'a coupé d'un regard noir. L'avocate a tenté une autre approche. Seriez-vous prêt pour un paiement échelonné? Virement immédiat uniquement. Paiement intégral avant réactivation. Alan a regardé son équipe juridique, puis est revenu vers moi. On a besoin de 10 minutes pour discuter en interne. Vous restez en ligne? J'ai acquiescé. Je serai là. Ils sont passés dans une salle de réunion privée, me laissant seul avec le carré vidéo muet d'Elodie. Elle fixait la caméra comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. J'ai pris une gorgée de café. 8 minutes plus tard, ils sont revenus. L'expression d'Alan était passée du désespoir à la résignation. Le service juridique lance le virement maintenant. Cela devrait être effectif dans 30 minutes. Dites-moi quand c'est sur mon compte, ai-je dit. 27 minutes plus tard, mon application bancaire a sonné. Paiement confirmé. Montant correct. Je suis allé dans mon atelier, je me suis assis au panneau et j'ai basculé l'interrupteur. Tous les indicateurs sont repassés au vert. Les nœuds de production se sont reconnectés en séquence. Les algorithmes ont repris. La synchronisation s'est mise à jour. Le réseau de fabrication de l'Alliance est revenu à la vie comme si on venait de redémarrer le système circulatoire d'un géant industriel. Je suis revenu sur l'appel vidéo. Le système est opérationnel, ai-je annoncé. Tous les services sont rétablis. Alan a hoché la tête. Nous apprécions la rapidité de l'intervention. Je ne l'ai pas fait rapidement, ai-je dit calmement. Je l'ai fait selon les termes que vous avez acceptés. Personne n'a répondu. Elodie était toujours là, mais elle n'avait pas dit un mot depuis son commentaire sur les otages. J'ai quitté l'appel sans cérémonie. Pendant les 72 heures suivantes, j'ai surveillé les performances depuis ma table de cuisine. Tout fonctionnait sans faille. Et aucune communication de l'Alliance. Pas de mail, pas d'appel. Ils avaient appris à rester silencieux. Le mardi matin, un nouveau mail est arrivé d'un autre expéditeur. Discussion sur un partenariat stratégique, proposition de nouveaux termes. Signé Steve Davis, vice-président des opérations stratégiques. Quelqu'un envoyé spécialement pour gérer les suites sans mentionner le nom d'Elodie Marchand nulle part. L'offre était substantielle. Contrat exclusif de 5 ans avec une rémunération augmentée. Langage professionnel, ton respectueux, reconnaissance explicite de la propriété intellectuelle. J'ai lu 2 fois, puis j'ai ouvert un document vierge pour rédiger ma réponse. Nouveau terme, protection plus stricte, clause de propriété en béton. Pas de place pour de futurs malentendus sur qui contrôle quoi. 3 semaines plus tard, le contrat signé est arrivé dans ma boîte. Chaque clause était exactement telle que je l'avais écrite. Le nom d'Elodie Marchand ne figurait nulle part sur la page des signatures. J'ai fermé mon ordinateur et je suis allé dans mon atelier. Le panneau de contrôle ronronnait doucement, tous les voyants au vert. La nouvelle s'est propagée vite dans le milieu industriel. Avant la fin du mois, j'avais reçu des demandes d'entreprises de Lyon,
Toulouse et même d'Allemagne, demandant toutes des variantes de la même question, êtes-vous disponible pour des projets de développement système? Je n'étais pas naïf. Ils avaient entendu parler de ce qui s'était passé avec l'Alliance. Ils savaient ce qui arrivait quand quelqu'un essayait de prendre une infrastructure personnalisée à quelqu'un qui comprenait la différence entre utiliser et posséder. Cette réputation valait plus que n'importe quelle campagne marketing. J'ai commencé à taper un nouveau document, Accord de service standard 2025, Marc Lefebvre, Conseil en systèmes industriels. Les fondations étaient solides. Il était temps de passer au niveau supérieur. Si vous écoutez ceci et que vous avez déjà construit quelque chose de valeur, rappelez-vous ceci, protégez ce que vous créez avant d'être forcé de le défendre. Lisez chaque contrat. Comprenez chaque clause. Sachez faire la différence entre accorder un accès et abandonner la propriété. Et quand quelqu'un essaie de prendre ce qui est à vous, ne haussez pas le ton. Ne devenez pas émotionnel. Souriez simplement et dites, je crains de ne pas pouvoir faire cela, ce n'est pas à vous. Puis regardez-les apprendre la différence entre la confiance en soi et le contrôle réel. La prochaine fois qu'un consultant avec un beau diplôme et zéro expérience de terrain essaiera de vous dire que vos années de construction ne comptent pas, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous que l'expertise a une valeur. Souvenez-vous que les gens qui font marcher les choses méritent le respect. Et n'oubliez jamais que parfois, la meilleure des vengeances est simplement de laisser quelqu'un découvrir ce qui se passe quand il essaie de croquer plus gros qu'il ne peut avaler. L'industrie n'est pas une application. Ce n'est pas un tableur. C'est de l'infrastructure. C'est de l'expertise. C'est des années passées à comprendre comment les choses fonctionnent vraiment, pas comment elles paraissent sur des diapositives PowerPoint. Ne laissez personne vous dire le contraire. L'expérience n'est pas seulement le nombre d'années sur le terrain, c'est la sagesse de construire des systèmes si solides que même ceux qui essaient de vous les voler ne peuvent pas les casser quand vous n'êtes plus là. Le vrai pouvoir n'est pas de posséder l'usine ou de signer les chèques de paie, c'est d'être le seul qui comprend vraiment ce qui permet de garder les lumières allumées. Cette histoire nous rappelle cruellement que dans le monde moderne de l'entreprise, il existe souvent un fossé immense entre ceux qui gèrent les chiffres et ceux qui maîtrisent la réalité technique du terrain. Élodie Marchand représente cette nouvelle génération de cadres qui pensent que tout est interchangeable, que chaque compétence peut être réduite à une ligne de coût et que l'expérience humaine est une variable ajustable. Mais comme Marc l'a si bien démontré, la véritable expertise ne se transfère pas par un simple copier-coller de fichiers. En protégeant sa propriété intellectuelle dès le départ, Marc n'a pas seulement protégé son gagne-pain, il a protégé l'intégrité de son travail contre une gestion superficielle qui aurait fini par détruire le système par pure ignorance. C'est une leçon de dignité professionnelle et de prévoyance juridique. Trop souvent, les experts techniques se laissent déposséder de leur savoir-faire par des contrats mal ficelés ou par excès de confiance envers leur employeur. Ici, le retour de bâton est immédiat et savoureux car il remet la hiérarchie des valeurs à sa juste place. Le respect ne se demande pas, il s'impose parfois par la démonstration technique de son caractère indispensable. On ne pilote pas une usine avec un costume et une tablette, on la pilote avec de la sueur, du code et une compréhension profonde de la machine. Et vous, avez-vous déjà été témoin d'une situation où un manager ou un consultant a failli détruire un outil de travail performant par simple arrogance ou pour économiser quelques euros sur le papier? Comment avez-vous réagi face à ce manque de reconnaissance de votre expertise? Partagez